cette importance de la région Bourgogne, historique, ben, on peut la retrouver, si vous voulez, on va la retrouver à bien des égards dans le fond culturel bourguignon. Et la gastronomie, évidemment, fait partie. Alors, quelques petites notions de géographie. On parle de Côte d'Or, le département de la Côte d'Or. C'est quoi la Côte d'Or? C'est ce qui est marqué en couleur en haut à droite. Côte de Nuit, Côte de Beaune, Côte Chalonnaise et Mâconnais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, côte? Eh bien, pour les géographes, il y a peut-être parmi vous, c'est ce qu'on appelle un relief de cuesta, c'est-à-dire un coteau calcaire, qui généralement est exposé au soleil levant, c'est le cas en Bourgogne, et au pied duquel, eh bien, il y a de la caillasse, si vous voulez, jusqu'à la plaine. Cette côte-là, elle est très étroite. On se demande, quand on est dedans, comment on peut cultiver quelque chose là, c'est de la caillasse. C'est du calcaire. Mais la vigne, vous le savez, s'accommode extrêmement bien du calcaire. Et donc, vous avez une bande, un ruban, entre 300 mètres et 1 km de large, guère plus, sur environ une centaine de kilomètres, 80 km, on va dire, de développement. Et là, vous êtes dans un autre monde. Alors, il y a aussi le vignoble de Chablis au nord, vers Auxerre, et un petit vignoble dans le Châtillonnais. Mais, pour parler de cette côte d'Or, elle porte très bien son nom, parce que quand vous vous promenez dans ces villages vignerons, vous changez de planète. Et l'opulence de cette vigne est absolument extraordinaire. J'y reviendrai et je pense que je vais arriver à vous surprendre avec ça. Donc, quand on pense à Bourgogne, on pense d'abord au vignoble et au grand cru. Et c'est tout à fait justifié parce qu'il y a là une richesse viticole absolument exceptionnelle. Vous avez une petite image qui est prise depuis la côte, justement, depuis le haut de la côte, sur le village de Moret-Saint-Denis, qui est noyé dans les vignes, comme vous le voyez. Et les vignes qui sont au premier plan, eh bien, ce sont des grands crus. Et plus vous descendez, plus vous allez vers les premiers crus, les appellations génériques, communales, les appellations génériques. Parce que la vigne, vous le savez, elle aime avoir soif. On ne fait pas de bon vin avec une vigne qui boit trop. La vigne doit avoir soif. Plus elle a soif, meilleur est le vin. Et là, il se produit dans cette région-là également un phénomène qui, lui, est vraiment unique au monde, et je m'attarderai dessus à la fin de l'exposé, c'est le phénomène des climats. Un climat, c'est une appellation en Bourgogne. Dans un village, une appellation. Ça peut faire un demi-hectare. Alors quand on dit, oh oui, mais c'est des rigolos, un demi-hectare, ils appellent ça sous l'église, l'autre c'est les Blanchots, etc. C'est pareil, c'est à côté, c'est le même climat, c'est le même terrain. Mais vous goûtez le vin et vous vous rendez compte que c'est pas du tout la même chose. Même des non-experts vont faire une différence. Ça, c'est un miracle typiquement propre au vignoble bourguignon. J'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus en détail. Alors, quelques vues encore, la côte de Beaune. Vous voyez, donc au-dessus, vous avez un petit bout de forêt. Et puis ensuite, le vignoble. La partie qui est tout au-dessus, j'ai un pointeur, je peux en servir. La partie qui est tout au-dessus, c'est-à-dire ici, là vous allez trouver les grands crus. S'il y a des grands crus dans la commune, ce qui n'est pas forcément le cas, tout au moins les premiers crus, en descendant, puis les appellations villageoises, et enfin les appellations génériques, c'est-à-dire on aura du vin qualifié simplement de Bourgogne, ou Bourgogne et Pastougrain, en fonction de l'encépagement. Il sera qualifié de Bourgogne s'il est élaboré uniquement à partir de pinot noir, et s'il est élaboré à partir d'un multicépage, il aura droit au terme de Bourgogne Pastougrain. Bon, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais enfin ça peut être bon aussi. Alors, le Clos de Vougeot, je vous ai dit qu'il fallait aller à Beaune, mais si vous allez à Beaune, vous irez à Vougeot, c'est pas loin, c'est juste à côté. Et le Clos de Vougeot, là vous êtes, alors vous n'êtes pas, là vous êtes au XIIe siècle ici, ça c'est la cuverie, construite par les moines de Cîteaux au XIIe siècle, à la fin du XIIe, et ici le cellier. Alors, ça donne une idée de l'importance et de la richesse de l'abbaye de Cîteaux à cette époque-là. Quand elle a été fondée par Saint Bernard, par Bernard de Clairvaux, il avait choisi l'endroit le plus pourri qu'on puisse trouver. Et ça s'appelle Cîteaux, parce qu'en Bourgogne, un roseau c'est un sistelle. Et quand il y a plusieurs roseaux, c'est Cîteaux. Donc il y avait un marécage. Il a dit au duc de Bourgogne, vous me donnez ce territoire-là, c'est le plus pourri qui existe, c'est là qu'on va se mettre, parce que les moines, il fallait revenir à la pureté originelle, etc. Bon, voilà. Et bon, alors après, ça s'est bien arrangé quand même. Hein. Ils ont eu du mal au début, mais ça s'est arrangé. Et ça, notamment, là, vous êtes à 12 km de l'abbaye de Cîteaux, qui elle est
plein est, dans la forêt du même nom. Et les moines, il n'y a pas de moines sans viticulture, parce que pour une simple raison, non pas que les moines sont des ivrognes et des alcooliques, c'est absolument pas ça. Mais on ne peut pas célébrer le culte catholique s'il n'y en a pas de vin. Il n'y a pas de messe sans vin, c'est comme ça. Hein, voilà. Donc il faut du vin. Quand il n'y en a pas du tout dans la région, on le fait venir, et quand on peut en produire, on en produit, on prend ce dont on a besoin, et ensuite on vend le reste. Alors, ce clos de Vougeot, qui est tout à côté, qui est entre Vronne-Romanée et Flagey-les-Chezeaux, ce clos de Vougeot comporte une partie de grands crus et de vins extrêmement prestigieux. Là, vous avez la partie qui est du 17e, 18e, c'est le logis de l'abbé, parce qu'ils l'abbé avait fini par habiter là, il s'y plaisait mieux qu'à Cîteaux, le climat était meilleur. Et là, vous avez donc, j'y reviendrai également tout à l'heure, vous avez là le pressoir, ici, et là, le chai, c'est-à-dire l'endroit où on faisait vieillir les vins. Aujourd'hui, se tient dans l'abbaye dans le château du Clos de Vougeot, se tient tous les ans la confrérie du Chevalier du Tatevin. Un grand coup de trompette avec des grandes robes rouges et autres. Bon, c'est un événement bourguignon assez médiatisé, dirons-nous, assez important. C'est l'occasion de faire plusieurs banquets de très haut niveau. On y mange excessivement bien, on y boit encore mieux. Voilà. Bon. Alors voilà, tenez, quelques images prises à l'intérieur. Alors, en haut à gauche, vous avez un pressoir qui date du XIIe. Il n'y en a qu'un au monde, c'est celui-là. Alors, comment ça marche? Eh bien là, vous avez une vis sans fin ici, que l'on actionne avec... Il faut 6 hommes pour actionner le timon, pour le monter ou pour le descendre. Et on fait, avec cette vis sans fin, on fait monter ou descendre cette énorme pièce qui est constituée de 8 troncs d'arbres, qui pèsent, je crois, 12 ou 14 tonnes, je ne sais plus très bien. Et donc, ici, vous avez le cuveau où on met le raisin. On met le raisin là-dedans. Ensuite, on met des bastins pour faire la hauteur. Et on laisse descendre tout doucement, ceci pour presser le raisin. On remonte, on remue un peu, on represse. Et le jus coule là-dedans. Ensuite, la cuverie, avec les pièces dans lesquelles on fait vieillir le vin de Bourgogne. La charpente est du XIIe. Elle est réalisée en châtaignier, de manière à ce que les insectes ne se mettent pas dedans. Ils savaient travailler, ces gens-là. Voilà. Et ça, vous le voyez très bien. Alors, ce pressoir, vous le voyez encore. Il le fait encore fonctionner une fois par an pour le folklore. Mais il marche toujours. Il y en avait 4 à l'origine. Les 3 autres sont moyennement en bon état. Il y en a un qui est en assez bon état. Les 2 autres, c'est des vestiges. Mais celui-ci a été entretenu parce que cette cuverie, cette cave en quelque sorte de Vougeot a été utilisée jusqu'à une date assez récente en exploitation industrielle. Alors, quelques mots encore sur la géographie de la Bourgogne. Si on se place au nord et à l'est, eh bien, c'est la plaine de la Saône, qui fait partie de la Bourgogne, qui est une plaine très plate, très irriguée, avec la Saône qui est une rivière très, comment dirais-je, très puissante, hein, dont le niveau baisse rarement. Et là-dedans, vous verrez, ça va avoir des, comment dirais-je, on va avoir des apports de produits très intéressants, venant notamment les cultures céréalières, c'est pas très intéressant. Par contre, un maraîchage très important qui fait que Dijon est une place qui est très 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 bien approvisionnée en légumes frais, très variés. Parce que les maraîchers sont à une trentaine de kilomètres de Dijon, sur les bords de Saône. Le Morvan à l'ouest, on a une vue du lac des Sétons, région granitique, très vieille montagne, donc rabotée au fil du temps, avec de très très belles forêts de sapins, également de chênes et de hêtres. Et puis comme c'est granitique, il y a beaucoup de plans d'eau. C'est une très très jolie région dans laquelle on va faire de la randonnée, mais mis à part l'exploitation forestière et le gibier, il n'y a pas grand chose dans le Morvan. Alors après, vous avez les bœufs du Charolais. Les Charolais, je suis sûr que ça vous parle, hein, puisque même ici on trouve de la très bonne viande de Charolais sous les halles. Je peux vous y rousser pour les amateurs. Il est effectif que la viande rouge de bœuf de Charolais est exceptionnellement bonne, à la fois par la texture, par la saveur de la viande, et c'est une des rares races bovines qui soit élevée pour la viande. Parce que, vous le savez peut-être, quand vous mangez du bœuf, entre guillemets, eh bien, 8 fois sur 10, vous mangez de la vache de réforme. Réformée parce qu'elle n'allait plus suffisamment. Donc, direction l'abattoir, et avec ça on fait de la viande rouge qu'on qualifie de viande de bœuf.
Mais si vous voulez vraiment manger la viande de bœuf, il faut manger du charolais. Parce que là, c'est uniquement pour la viande qu'on élève les bêtes. Uniquement. Donc, pas de production laitière, absolument pas, et une viande d'une très très belle qualité. Alors là, on est à la limite de la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, des grands herbages, et ces bœufs blancs au milieu, en grands troupeaux, qui sont effectivement élevés à l'herbe. Effectivement. Même en plein hiver, il faut vraiment qu'il fasse très très froid pour qu'on les mette à l'abri. Et dans le Charolais, autant il peut faire froid dans le nord de la Côte d'Or, autant en Saône-et-Loire, le climat est beaucoup plus clément. Alors, les ressources maintenant. Les vins, évidemment, on en reparlera. La viande du Charolais et le poulet de Bresse. Parce que la Bresse, c'est en Bourgogne. N'en déplaise aux Lyonnais, qui voudraient à tout prix que la Bresse soit sous leur sphère d'influence. Mais c'est pas vrai. La Bresse est en Bourgogne. Tout au moins une partie de la Bresse est en Saône-et-Loire, et une autre partie est dans le Jura, et une petite partie dans l'Ain. Donc, mais la Bresse est une région ancienne, hein, si vous voulez, ça correspondait à un fief, hein, la Bresse en réalité, dont le chef-lieu est Bourg-en-Bresse toujours. Et bien là, on élève le poulet tricolore. Alors ce poulet, il est dit tricolore parce que les plumes sont d'un blanc neigeux, la crête est grande et rouge vif, et les pattes, effectivement, sont bleues. Alors elles sont bleues, tenez, quasiment comme le héros. Voilà, à peu près comme ça. Bleu, un peu métallique, un peu foncé, donc le poulet est tricolore. C'est magnifique. Alors inutile de vous dire que l'étiquetage de la volaille de Bresse est tricolore. Il y a une petite pince qui correspond à la houssée, et c'est effectivement un excellent produit. Alors on ne fait pas que du poulet, on fait aussi de la poularde, notamment pour les fêtes de fin d'année. Et ce poulet, cette poularde de Bresse vont être très très présentes dans la cuisine bourguignonne. La cuisine bourguignonne travaille beaucoup de volaille, peut-être à cause de ça. Alors ensuite, bon, les cultures maraîchères, j'en ai un mot, bon, ce ne sont jamais que des légumes, on ne fait pas de cuisine sans bons légumes. Les poissons d'eau douce. Alors les poissons d'eau douce, j'ai presque envie de dire venez, viennent, alors venez, parce que maintenant il faut être très 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 attentif à l'approvisionnement. Depuis qu'on a trouvé dans le Doubs du PCB, qui se fixe dans la vase et qui a une durée de vie illimitée, donc on ne peut plus, beaucoup d'endroits ne peuvent plus, on peut toujours y pêcher, mais il ne faut pas manger les poissons. Ils sont contaminés au PCB. Maintenant, il y a encore des pêcheries dans la Saône et dans le Doubs, et au confluent, au confluent donc, de la Saône et du Doubs, il y a encore des pêcheries qui peuvent fournir, alors on va en trouver sur le marché de Dijon, sur Chalon-sur-Saône, qui peuvent fournir les poissons nécessaires pour réaliser la pochouse dont vous avez une photo et dont je vais vous reparler en détail. Parce que ça fait partie des plats très intéressants de la région. Alors, on dira un mot des escargots de Bourgogne, qu'on appelle gros blanc, souvent. Alors, si vous allez à Dijon, vous mangerez des escargots. Et si vous ne mangez pas d'escargots, vous ne allez pas être bien vu. À Dijon, on mange l'escargot, on met de la moutarde, on boit le vin rouge. Et moi, j'ai épousé une Dijonnaise qui n'aime pas le vin rouge, qui a horreur des escargots, et qui déteste la moutarde. Il n'y en avait qu'une. Et je vous jure, c'est vrai ce que je vous dis. Bon, mais les Dijonnais aiment beaucoup les escargots, je vais en parler en détail des escargots également. Alors, il faut savoir que les escargots, beaucoup de gens en Bourgogne, quand le moment est venu, alors c'est surtout, disons, en été, hein, août, au mois d'août, là, il y en a beaucoup, ils vont ramasser les escargots et les préparent eux-mêmes. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà préparé, je ne dis pas cuisiner des escargots déjà prêts, je dis préparer des escargots vivants. C'est un brave travail, c'est du boulot, et ça prend du temps. Ça en vaut la peine, dans la mesure où c'est un produit sauvage qu'on peut collecter, préparer soi-même. Et en Bourgogne, beaucoup de gens le font. Hein. Ils font ça à la maison. Alors, il faut voir une cave pour les faire baver. Vous savez, les escargots, il faut les faire baver, les mettre dans un filet, on les fait jeûner, et puis il s'écoule une bave visqueuse absolument répugnante. Mais c'est une condition importante parce que l'escargot mange tous les types de végétaux et peut avoir consommé des végétaux toxiques. Donc il est important de les faire jeûner un moment avant de les cuire et puis de les préparer. Je reparlerai des préparations.
Les fruits rouges. Alors les fruits rouges, notamment le cassis, qui est véritablement un marqueur de la région, et aussi les framboises, qui sont, on va dire, essentiellement qui viennent de l'arrière-côte dijonnais, c'est-à-dire de la partie qui est à l'ouest de la côte, de la région viticole. Et là, il y a eu toujours depuis... C'est une région qui est très, très difficile pour la culture, parce que le sol est très aride, très pauvre, très caillouteux, très calcaire. Et donc là, on cultivait le cassis, on cultivait les framboises, qui ne sont pas exigeantes, hein, c'est une ronce, la framboise, elle n'a pas besoin d'un terrain très riche, et surtout d'un terrain bien drainé. Et on cultivait également la moutarde, dont on va reparler. La moutarde de Dijon, bien sûr. On parle toujours de moutarde de Dijon parce qu'en fait, il s'agit d'une recette. Mais hélas, et je vous dirai pourquoi, il n'y a plus de fabrique de moutarde à Dijon. Depuis 25 ans, je pense. Oui, ça s'est terminé au tournant du siècle. Mais il y avait une tradition de la moutarde de Dijon très très ancienne. Et maintenant, la moutarde de Dijon est fabriquée en Hongrie. C'est comme ça. Bon, ça veut dire qu'elle est mauvaise, hein, mais... Alors, les porcs fermiers, les salaisons du Morvan. Alors, de très bonnes salaisons dans le Morvan. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu haut, le climat est très sec, donc il se prête très bien au séchage de la salaison. On fait peu de charcuterie, mais on fait de la salaison. Vous connaissez la différence. On parle de charcuterie quand il s'agit de produits qui ont subi une cuisson. Ça a été fait par le charcutier, qui était autrefois le charcutier. Celui qui faisait cuire le charcutier. Par contre, si vous parlez de saucisson, de jambon sec et autres, vous parlez de salaison, c'est de la viande crue qui a été salée et séchée, tout simplement. Voilà pour ces ressources vraiment typiques de la région, et on va parler maintenant plus précisément des produits. Alors, les bovins, les charolais, les ovins et les caprins de Saône-et-Loire. Alors, on ne mange pas beaucoup de moutons et de chèvres, mais par contre, il y a des fabriques de fromage assez importantes, et il y a pas mal de fromages régionaux en Bourgogne, notamment des fromages de chèvre, en Saône-et-Loire. Les porcs de Morvan, les volailles de Bresse. Voilà, donc je vous ai déjà dit un mot. Et la qualité gustative de la volaille de Bresse est vraiment, vraiment, on peut dire, assez remarquable. C'est une viande qui cuit à la fois rapidement et qui est très très savoureuse, dont la texture est très agréable. Voyez-vous, quand moi je vais au marché acheter un poulet fermier, je sais très bien qu'il va être dur à cuire. Et c'est un signe de qualité, quelque part. Bon, si je le fais rôtir, ça sera 1 heure, 1 heure et quart, à fort doux, pas moins. Alors que si j'achète un poulet d'élevage, un misérable poulet qui a été fait en quelques jours, bon, je sais très bien qu'en 45 minutes au maximum il est cuit. Là, c'est pas pareil. La chair a beaucoup plus de... Bon, les os des pâtes sont plus longs. On voit bien qu'il s'agit d'une bestiole qui a connu la liberté ou la semi-liberté. Là, c'est le cas. Ces volailles-là sont tout le temps dehors, hiver comme été. Et vous les voyez. Quand vous vous promenez, quand vous passez en voiture en Bresse, vous allez voir dans les prés des nuées de poulets blancs qui sont en totale liberté. L'AOC est très exigeante, la norme est très exigeante par rapport à la surface. Je ne vais pas vous dire qu'il faut 20 mètres carrés par volaille, mais pas loin. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Donc il faut énormément de place pour... Alors évidemment, beaucoup de place, ça veut dire des élevages pas très nombreux, forcément, et donc le prix, il est ce qu'il est. Mais ils n'ont pas de problème d'écoulement. Parce que beaucoup de cuisiniers ne veulent rien travailler d'autre que ça. À Paris, à Lyon aussi d'ailleurs. Hein. Alors, les produits sauvages, du gibier, vous allez me dire, du gibier, il y en a partout. Il y en a pas mal en Bourgogne, ne serait-ce qu'à cause de la région du Morvan. Des poissons d'eau douce, les truites du Morvan, des brochets, des perches, des anguilles, les cendres de saône et les carpes. La cuisine bourguignonne travaille beaucoup de poissons d'eau douce, notamment le cendre, qui, vous le savez sans doute, est un produit d'une grande finesse. Le cendre, quand il est bien préparé, est sans problème aussi bon que la sole ou le tureau, à la fois en texture et en saveur. Le cendre est un produit remarquablement bon, mais qui devient... Bon, ici, du cendre, si je veux vous faire du cendre, je n'en trouverai pas, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je n'ai jamais vu chez les poissonniers. Je demandais aux poissonniers, quand je suis arrivé ici en 2012, du sang, vous en avez? Ils m'ont dit, oh non, ça n'existe pas, ça ici, il n'y en a pas. En Bourgogne, il y en a. On en trouve. C'est cher. On n'en a pas partout, mais on en trouve.
Les carpes, c'est un peu moins intéressant. Alors, les champignons, beaucoup de champignons, qui malheureusement, quand la centrale de Tchernobyl a fait des siennes, ont été contaminés au 16e 137. Alors, la période du 16e 137 est suffisamment longue pour que... Mais la Bourgogne a été très impactée. Elle fait partie des régions très impactées. Donc, ces champignons que les gens mangent quand même, je vais vous dire. Ils ne s'arrêtent pas ça. Il y a un peu de tout. Il y a des cèpes qui ne valent pas ceux d'ici, c'est certain, mais il y en a. Des girolles, trompettes, des morilles. Alors beaucoup de morilles, particulièrement quand on va un petit peu vers le Jura. Et les fameuses truffes blanches de Bourgogne. Alors ça, c'est très très intéressant. C'est un produit vraiment typique et local, la truffe blanche. C'est une truffe qui est gris clair. Elle pousse dans les chêneraies, comme la truffe périgourdine. Elle est gris clair, mais elle... comment dirais-je? La chair est presque blanche. Elle est couleur crème, très claire. C'est une truffe très parfumée dont les cuisiniers bourguignons font grand usage. Et enfin, les escargots dont on a déjà parlé, les écrevisses, alors les grenouilles, ça fait partie du fonds culturel gastronomique régional. Maintenant, je ne pourrais pas vous promettre que l'on mange de grenouilles fraîches en Bourgogne. Ça, j'en suis pas sûr du tout. En plus de ça, il y a beaucoup d'endroits où on n'a pas le droit de les embêter. Alors, dans les légumes et fruits, les asperges de Ruffey. Alors Ruffey, c'est un tout petit village qui est au nord de Dijon, tout petit, et qui, bizarrement, est construit sur un terrain, pratiquement toute la commune, sur du sable. Alors que fait le sable à cet endroit-là? Allez savoir. Il faudrait demander à un géologue. Il y en a à l'UTL, paraît-il. Mais Ruffey, c'est un sol extrêmement sablonneux, et donc du coup, les gens y cultivent des asperges. Et ces asperges sont d'une variété, ce sont des blanches, asperges blanches, d'une variété extrêmement savoureuse. Alors ça, les asperges, quand les asperges de Ruffey arrivent sur le marché, les gens ne regardent pas le prix, ils se les battent. Comment on dit comme ça, on se bat les asperges. C'est un excellent produit, et qui voyage très peu, qui se consomme localement. Les cornichons de Pogny dans l'Yonne, ça c'est quelque chose qui reste assez connu. Les pruneaux de Vito, alors ce sont des prunes dentes qui ressemblent beaucoup aux prunes d'Agen, des pruniers donc que l'on a hantés, c'est-à-dire greffés, des gros pruneaux qui sont noirs et que l'on utilise essentiellement à l'état frais pour faire des pâtisseries et des tartes. Les petits fruits rouges des Hautes-Côtes, j'en ai déjà parlé, notamment le cassis. Cassis qui est un produit très intéressant en Bourgogne, on va y revenir. Les fraises, les griottes. Alors les griottes, ici, de temps en temps, sur le marché, on en voit, mais honnêtement, elles ne valent rien. La griotte, c'est comme la mirabelle. Quand vous trouvez des mirabelles ici, bon, je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes, mais quand vous avez connu la mirabelle de Lorraine, c'est une vague cousine. Si vous voulez, pourquoi? Le climat, tout simplement. C'est comme les prunes noires, ce qu'on appelle les prunes à cochon en Franche-Comté. Ces grosses prunes noires dont on fait des tartes délicieuses. Un jour, je les trouvais par hasard, vous savez où? À Saint-Lary. À Saint-Lary, en se garant un petit peu en bordure du village, on lève la tête, je dis à ma femme, mais regarde, on dirait des quetchs, parce que nous on appelle ça des quetchs. Effectivement, c'était des quetchs. Alors à Saint-Lary, on est un peu en montagne, si vous voulez, et je pense que quelqu'un avait dû ramener un arbuste, un fruitier, et je sais où il est, j'y suis retourné déjà, et bon, il faut y être au bon moment, quoi, parce qu'il n'y en a qu'un. Voilà. Donc les quetchs, on en reparlera quand on verra la Franche-Comté, mais on a ces prunes qui sont assez intéressantes. Et les cerises aigres, alors même chose avec les cerises aigres. Les cerises aigres, en Bourgogne, les pâtissiers, les boulangers-pâtissiers à Dijon, à Châlons, partout, paient les enfants pour leur ramener des paniers de cerises aigres, parce que la cerise, quand elle vient, il y en a beaucoup, mais il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir. Alors les enfants qui ont les cerises, ils viennent vendre ça aux pâtissiers, dont ils font des tartes toute l'année. Parce qu'on est très très friand de tartes aux cerises aigres. Je ne sais pas si ici on aimerait, parce que c'est très acide. C'est vraiment très acide. Quand elle cuit, cette cerise aigre, mais c'est très parfumé en même temps. Alors là, vous avez un produit local qui voyage pratiquement pas. Dans les charcuteries, je passerai sur les salaisons du Morvan. Les salaisons, il y en a partout, même si elles sont très bonnes dans le Morvan. Par contre, je vais développer le jambon persillé et je vais même vous donner la recette. Ah oui, ah oui. Et l'andouillette de Clamecy. Clamecy qui est dans Lyon, n'est-ce pas, petite bourgade de Lyon, qui rivalise avec la 5A. Alors
vous savez, l'andouillette 5A, on en parlera quand on fera la région Champagne. Association des amateurs d'authentique andouillette, il manque toujours un A. On verra ça. Voilà. Les fromages, je vous parlerai du Cîteaux, assez brièvement. Le fromage de Cîteaux est élaboré dans l'abbaye de Cîteaux par les moines. Et si on goûte, quand on goûte le fromage de Cîteaux, il n'y en a que 6 ou 7 mois par an, hein, à peu près. Ils ont leur troupeau, ils le font eux-mêmes. Ils sont très bien équipés d'ailleurs. Et quand on goûte le Cîteaux, on se dit, mais si on ne vous prévient pas, vous allez penser que c'est du reblochon. Ça ressemble énormément au reblochon. Cela dit, si vous mettez un reblochon à côté, vous verrez une différence. Parce que le terroir n'est pas le même. Mais il est fait exactement comme le reblochon. Sauf qu'il est un petit peu plus. Il est moulé un petit peu plus gros. Donc, mais ce fromage de Cîteaux, franchement, si vous avez l'occasion de goûter, les fromagers ici en ont, ils en ont du Cîteaux. C'est vraiment un très 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 bon fromage. Tout à fait exceptionnel. Et qui est fait comme il était fait il y a des siècles. Les moines de l'abbaye de Cîteaux sont allés en Haute-Savoie chercher le savoir-faire à la fin du XVIIe siècle. Ils ont fait un voyage, ils sont allés voir comment faisaient leurs collègues de la région d'Abondance, et ils ont ramené la recette. Les poisses, un fromage d'une très grande finesse et d'une odeur très violente. Ah oui, alors des poisses qui est à point, c'est réservé aux amateurs. C'est puissant. Mais le goût est d'une grande finesse. Et on s'en sert en cuisine. On fait notamment des jambonnettes de volaille de Bresse fourrées à l'époisse. Très très bon ça. Ensuite, on peut parler du chaours. Le chaours, c'est plutôt, quand on va vers Lyon, l'ami du Chambertin. Alors, l'ami du Chambertin, c'est une laiterie qui est à Gevrey-Chambertin, où on ne fait pas que des grands vins, on fait aussi du bon fromage. Le sous-marin, fromage de Lyon. Le charolais, là on est en Saône-et-Loire. Et les boutons de coulotte du Mâconnais, là, charolais, et ça, ce sont des fromages de chèvre. Voilà. Donc, vous voyez, pas mal de produits typiques intéressants qui tous trouvent leur racine dans la tradition. Alors, dans les produits sucrés, eh bien, un mot sur les anilles de Flavigny. Il y avait une abbaye à Flavigny, il y avait une abbaye bénédictine qui n'existe plus, dans laquelle les moines fabriquaient des petits bonbons. Ce sont des dragées qui sont, comment dirais-je, qui sont formés autour d'une graine d'anis. On choisit une graine d'anis un peu grosse, et autour de cette graine d'anis, vous savez comment on fait les dragées. Les dragées, à partir d'amandes, on fait tourner dans des tambours qui sont chauffés à une température très régulée. On fait tourner les amandes et on fait couler un sirop de sucre qui enrobe progressivement les amandes tout en cuisant. On fait la même chose avec ces bonbons-là. C'est toujours des dragées, en fait, mais petites. Alors, traditionnellement, c'est l'anis. Maintenant, pour répondre à la demande, eh bien, on en fait à la menthe, à l'orange, à n'importe quoi. Au citron, que sais-je encore. Mais les vrais, c'est l'anis. Ça, vous en trouvez, de ça. On commence à en trouver par ici. C'est très bon. Et il y avait dans Dijon, en ville, au bord de l'Ouche, qui est une petite rivière qui traverse Dijon, il y avait l'usine Amora. Elle était là depuis des siècles. Pourquoi était-elle au bord de l'Ouche? Eh bien, parce que pour faire de la moutarde, il faut des moulins. Il faut broyer la graine. On commence par broyer la graine de moutarde pour faire de la farine. Ensuite, on ajoute soit du verjus, soit du vinaigre. À l'origine du vinaigre, ensuite du verjus, la découverte de M. Neigeon, qui était un vinaigrier, et on laisse fermenter dans des cuves. Et ensuite, quand la fermentation est bonne, on filtre ou non, parce qu'on peut avoir de la moutarde en grain, qui est moins violente que l'autre, parce qu'on la laisse maturer beaucoup moins longtemps, et donc on filtre cette moutarde et on la met en pot. Alors, cette usine Amora, elle avait été fondée au début du XVIIIe, en 1702, par M. Neigeon. M. Neigeon qui était maître vinaigrier. Et c'est lui d'ailleurs qui a le premier qui a remplacé le verjus par du vinaigre, parce qu'autrefois on utilisait du verjus. Le verjus, c'est le jus de raisin vert. Dans une région viticole, du jus de raisin vert, il y en a. Si on veut faire du bon vin, il faut trier les grappes. On enlève ce qui est pourri, on enlève ce qui est vert, et on vinifie ce qui est joli. Bon, ça, en Bourgogne, le triage manuel est systématique. Dans les premiers crus et dans les grands crus, le triage est systématique, et même souvent dans les appellations communales. Parce qu'ils ne peuvent pas vraiment faire autrement, vu le climat de la Bourgogne. Donc, cet Edmond Neigeon, qui était maître vinaigrier, donc qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait des vins
déclassés, et il les faisait tourner en vinaigre et il commercialisait le vinaigre. C'est lui qui, le premier, a eu l'idée de fabriquer la moutarde avec du vinaigre. Et donc, ça a été un gros succès. Et c'est pas lui qui a fondé l'usine Amora, parce que la marque Amora date des années 1920. Avant, c'était les moutardes de Neigeon. Voilà. Et donc, cette usine Amora est restée dans Dijon. Alors, moi, j'habitais pas très loin, et quand, à un certain moment, l'air sentait la moutarde. J'habitais à 300 mètres de l'usine, mais sous le vent. Et ça, c'était Amora. On disait, tiens, Amora des cuves. C'est-à-dire qu'ils pompaient la moutarde dans les cuves de fermentation et ils la faisaient passer dans les pots conditionnés. Voilà. Bon, cette usine, elle était très chère au cœur des Dijonnais. Le maire Robert Poujade avait réussi à obtenir d'Amora qu'il fasse un musée de la moutarde. Bon, ça faisait venir pas mal de touristes, on visitait l'usine. C'était très intéressant d'ailleurs de visiter cette usine, surtout le partie ancienne, qui était vraiment... Les meules en pierre avaient plusieurs centaines d'années et ils les utilisaient toujours. Bon, mais Unilever a racheté la société en 2009. Ils ont continué à l'exploiter un petit peu. Ensuite, Unilever a revendu à la General Foods, entreprise multinationale d'origine américaine, qui a trouvé que finalement ça revenait trop cher de fabriquer à Dijon, et qui a délocalisé. Dans un premier temps, ils ont créé une usine neuve à Chevigny-Saint-Sauveur, dans la banlieue de Dijon, et puis ensuite ils ont tout délocalisé, et il n'y a plus rien du tout. Moi, c'est fini. Alors la moutarde que Amora, la moutarde de Dijon, c'est une recette. Ça ne veut pas dire qu'elle est faite à Dijon, c'est-à-dire qu'elle est faite selon la recette dijonnaise. Voilà. Et Dijon ne sent plus la moutarde. Par contre, on peut encore acheter de la moutarde bourguignonne. Vous avez un fabricant de moutarde à Fleury-sur-Ouche, à une dizaine de kilomètres de Dijon, sur la route de l'Auxois, quand on monte vers Paris. Vous avez également une usine, un gros atelier à Nuit-Saint-Georges et un à Beaune. Il y a encore 3 moutardiers dans la région qui vendent très facilement leurs produits. Il y a Fallot, il y a... je ne sais plus les noms, j'aurais dû regarder. Mais si vous allez à Dijon, vous pourrez revenir avec de la moutarde locale, sans problème. Ah, le cassis. Ah, ça c'est vraiment très dijonnais, ça, le cassis. Alors, pourquoi c'est très dijonnais? Eh bien, en 1841, il y a un certain monsieur Boudier, Gabriel Boudier, la marque existe toujours, l'usine est toujours dans Dijon, qui a l'idée de faire macérer des baies de cassis, ce qu'on appelle le noir de Bourgogne. Effectivement, il est quasiment noir, hein, c'est un gros grain de cassis noir, qui était cultivé localement. Il le fait macérer avec du sucre de canne et de l'alcool, parce que de l'alcool, on en avait. Tous les vins qui n'étaient pas bons pour la classification étaient soit transformés en vinaigre, soit distillés. Donc de l'alcool de raisin, il y en avait. Et ne confondez pas l'alcool de raisin avec le marc. C'est pas du tout la même chose. Hein. Le marc de Bourgogne, c'est un alcool qui est fabriqué en faisant fermenter les résidus de pressage. On presse les pots, les rafles, tout ça, on met dans des cuves, on ajoute des ferments, un peu de levure, et on laisse partir en fermentation, puis on distille. Ça, c'est le marc. Ce n'est pas l'alcool de raisin, qui est fait, lui, à partir de vins déclassés que l'on distille. Ce n'est pas du tout la même chose. Même si ça se ressemble. Alors, donc, avec tout ça, par macération des baies dans l'alcool, eh bien, il obtenait la crème de cassis qui, normalement, doit titrer 18 degrés, mais on fait également du 16 degrés. Alors, n'en achetez pas, parce que 16 degrés, pour que ça se garde, il faut le pasteuriser. Le titre minimum pour qu'une liqueur se conserve, c'est 18. En dessous de 18, elle va fermenter. Il faut qu'il y ait 18% d'alcool. Donc la crème de cassis à 16 degrés, elle a forcément été pasteurisée. Donc elle n'a pas le même goût du tout, et puis elle est plus sucrée en même temps. Donc 18 degrés, et il y a encore dans Dijon deux usines de fabrication de crème de cassis qui se vendent extrêmement bien. Alors, un mot sur le Château-Neckir, le très fameux Château-Neckir que les gens de notre région ont connu, notamment quand on le voyait aux actualités qui faisaient la circulation. Il prenait le bâton du... Vous avez jamais vu ça aux actualités, quand on était gamin? Bon, c'était un personnage. Quand il y avait des embouteillages dans Dijon,
il enlevait le policier qui faisait la circulation, il lui prenait son bâton et c'était lui qui faisait la circulation. C'était une vedette, hein, Shalom Kir. Normal, une vedette. Hein. C'est lui qui avait décidé de recevoir Khrouchtchev. Quand Khrouchtchev est venu en visite officielle en France, il a dit Khrouchtchev, je l'invite à Dijon. Alors, inutile de vous dire la tronche de l'évêque, de l'archevêque de Lyon, etc. Khrouchtchev, c'était le diable. C'était carrément le diable qu'on faisait venir. Et bien, il a tenu bon, il a reçu Khrouchtchev à Dijon, etc. C'est un personnage extraordinaire, le Shalom Kir, vraiment extraordinaire. Et résistant, il a été fusillé, laissé pour mort, par les Allemands, laissé pour mort par terre, mais il n'était pas mort. Alors quand ils ont été partis, une fois, il est allé se traîner jusqu'à des gens qui l'ont soigné. Non, il a eu une destinée vraiment fantastique. Et donc il a été maire de Dijon quand même de 45 à 68, hein, il ne devait pas être mécontent de lui. Et alors, il est très probable que ce n'est pas lui qui a inventé ce cocktail. On l'a baptisé Kir parce que le nom de Kir était extrêmement connu partout. Mais les gens qui ont inventé ce cocktail, ben, ce n'étaient pas les plus bêtes. Parce qu'en Bourgogne comme ailleurs, il y a des vins très bons, remarquables, il y a des vins moyens et il y a des vins imbuvables. Mais il faut tout prendre. Alors en Bourgogne, on fait de très bons vins blancs. Et il y a notamment les vins blancs qui sont faits à partir de chardonnay, il y a des grands crus, etc., des vins remarquables. Je fais partie des gens qui pensent que les plus grands vins blancs sont produits en Bourgogne, les meilleurs vins blancs du monde viennent de Bourgogne. Pour les rouges, je suis plus mitigé, mais pour les blancs, il n'y a aucun doute. Et donc, il y a un cépage qui est cultivé en Bourgogne qui s'appelle l'aligoté, avec lequel on fait le Bourgogne aligoté. Alors le Bourgogne aligoté, c'est une drôlerie, comme on dit dans les tontons flingueurs, une drôlerie, si vous voulez. C'est un vin. Si vous n'en avez jamais bu, la première fois qu'on vous en servira, vous allez vous demander si on ne se moque pas de vous. S'il y a des bourguignons dans la salle, je leur demande pardon en avance. C'est imbuvable. C'est du vinaigre. C'est acide. Ça vous pique ici en haut, là, aux jointures des mâchoires. La première fois, quand je suis arrivé à Dijon, chez des copains, on me sert de ligoté, j'ai cru qu'ils se foutaient de moi. Mais c'est quoi? Ah, ben c'est un ligoté, tu l'aimes, hein, il est bon. Hein. Voilà. C'est pas au niveau du gris de Toul, mais pas loin. Alors le gris de Toul, ça c'est terrible. Ça, si vous n'avez pas eu au biberon, le gris de Toul, c'est un truc, c'est une horreur. Mais les ligotés, alors, les Dijonnais vous disent, ah oui, mais il y en a des bons. C'est vrai, du côté de Saint-André, dans Lyon, ils font des aligotés qui sont pas mal, buvables. Mais l'aligoté, c'est un vin, si vous n'êtes pas bourguignon, si vous n'avez pas été habitué à en boire, vous ne le pouvez pas. Alors, quand en plus il se mêle d'être de petite qualité, ce qui arrive, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Eh bien, on met de la crème de cassis dedans. 1 tiers de crème de cassis, 2 tiers d'aligoté, bien frais. Et là, vous faites passer tout ce que vous voulez. Parce que le kir, je vous assure que là-bas, le kir, c'est pas de la rigolade. Rien ne se fait sans kir. Là-bas, le verre de l'amitié, c'est du kir. Alors, des fois, on sert un cardinal, pour ceux qui préfèrent le vin rouge cassis, parce qu'on en a bien encore mieux. Mais le kir, c'est vraiment une institution dijonnaise. Et alors, le tout étant presque obligatoirement accompagné de gougères, je vous parlerai un petit peu des gougères, qui ne sont pas bourguignonnes, qui sont comtoises, mais que les bourguignons ont adopté très largement. Un mot sur le pain d'épices. Alors, le pain d'épices, c'est un des rares produits que nous consommons aujourd'hui, qui nous vient directement du Moyen-Âge. Directement. Il n'y a pas beaucoup de préparations que nous consommons aujourd'hui avec plaisir et qui ont traversé le temps pendant pratiquement presque 1 millier d'années sans changement. Vous avez le pain d'épices, vous avez le pâté en croûte, que l'on mange aujourd'hui comme il était préparé au Moyen-Âge, très sensiblement, de la même manière. Sauf qu'il faisait une grande variété de pâté en croûte et que nous, on le fait toujours de la même manière. Alors, le pain d'épices, d'où il vient? Eh bien, de Chine, probablement de Chine. Comme quoi, peuvent venir de Chine des choses intéressantes. Voilà. Il y en a au moins une. Parce que ce pain de miel, qui était un mélange de farine et de miel que l'on faisait cuire en galette, que les Chinois appelaient mikong, ça faisait partie de la ration des cavaliers de Gengis Khan. C'est un produit
hautement énergétique, qui se conserve extrêmement bien. Et donc, ce produit-là est arrivé par les routes de la soie, il est arrivé en Palestine. Les gens du Moyen-Orient, vous le savez, aiment beaucoup le miel. Dans les pâtisseries moyen-orientales, on utilise énormément de miel. Et donc, ce pain d'épices, comme en plus de ça, les épices au Moyen-Âge, qui arrivaient par les routes de la soie notamment, c'était un produit qui était socialement très à la mode, très marqué. Le pain d'épices, clairement, on sait qu'il est né dans cette région de la Palestine, et probablement il y a très longtemps. Il est arrivé en France, comment? Même par les croisés, bien sûr, qui ont ramené beaucoup de choses de là-bas, et ils ont donc ramené ce pain d'épices. Petit à petit, il est devenu à la mode, d'autant plus à une époque où les épices étaient très utilisées en cuisine, du moins pour ceux qui pouvaient se les payer. Et donc, au XIVe siècle en France, il apparaît des confréries de pain d'épicier un peu partout. Et il y a deux villes qui vont se spécialiser dans la fabrication du pain d'épices. D'une part, c'est Reims, qui va tenir le haut du pavé pendant très longtemps. Mais à Reims, on utilise de la farine de seigle, parce qu'en Champagne, la terre est pauvre et on ne cultive pas le blé très facilement. Donc, on cultive par contre le seigle très facilement. Donc, les Champenois, les Rémois faisaient le pain d'épices avec de la farine de seigle. Par contre, les Dijonais, eux, le fabriquaient avec de la farine de blé. Parce que le froment, comme on dit, farine de blé, le froment était très présent dans la plaine de Saône, et donc on en disposait très facilement. Ça, c'était la grande différence. Alors après, ce qui se passe, c'est que la ville de Reims va être complètement détruite pendant la Première Guerre mondiale. Elle va être quasiment anéantie, et les Dijonnais vont en profiter. Parce que Dijon n'a pas été touché par les bombardements pendant la Première Guerre. Et Dijon était très à l'arrière de la ligne de front. Et donc, c'est la ville de Dijon qui, au début des années 20, prend le relais, et il y aura jusqu'à une douzaine d'usines, dont deux étaient importantes, dans lesquelles on fabriquait du pain d'épices, et ce produit étant exporté en France et même à l'étranger. Alors, si vous allez à Dijon, vous verrez qu'il y a encore deux usines de pain d'épices qu'on peut visiter, d'ailleurs, c'est très intéressant. Et vous avez, en plein cœur de ville, dans une très belle maison du XVe siècle, vous avez la maison Mulot et Petit-Jean, qui est le leader qui vend le pain d'épices, et tout un tas de produits dérivés. Vous savez, les petites nonnettes, fourrées, de ceci, de cela, etc. Bon. Et les touristes partent avec leur pot de moutarde, les vins de Bourgogne et le pain d'épices, bien évidemment. Voilà. Alors, la recette, c'est un tiers de miel, un tiers de farine, un tiers de lait. Ça, c'est la recette traditionnelle. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de... Non, il y a uniquement ça. Et puis, bien sûr, des épices. Alors autrefois, pour provoquer la levée de la pâte, ils utilisaient de la vieille pâte comme un levain, si vous voulez, qu'on gardait avec les vieilles fabrications. Alors c'était pas très sympathique, ça moussait un peu, ça sentait moyennement bon. C'était ce qui permettait de faire lever la pâte. Alors aujourd'hui, pour des questions d'hygiène assez évidentes, on utilise du bicarbonate pour faire lever la pâte, qui doit être légèrement levée, mais pas trop. Il faut que ça soit texturé, assez serré. Et voilà donc pour le pain d'épices. Alors j'ai reproduit Mulot et Petit-Jean parce qu'ils étaient déjà en 1796 leaders de fabrication, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc ça veut dire que... Mais là c'est pareil, si vous avez le temps, vous visitez l'usine, ça vaut le coup. Très intéressant. Alors maintenant je vais vous parler, je ne sais pas combien de temps il m'en... Oui. Le fonds culturel gastronomique régional. Ça c'est important, et là on va parler des recettes. Alors dans les entrées, je vous parlais des ormerettes. Vous connaissez les ormerettes? Oui, oui. Il est notoire, ouais, je vais donner la recette, tu vas voir. Ouais. Il est notoire que les œufs et le vin rouge ne font pas bon ménage. On dit dans le métier que les œufs à la coque, les œufs pochés, les omelettes, les œufs brouillés, c'est le cauchemar des sommeliers. Parce qu'on ne sait pas quoi proposer comme vin pour aller avec les œufs. Les œufs, le vin, ça ne va pas. Eh bien, les œufs en meurette sont la preuve du contraire. Ce sont des œufs qui sont cuits et cuisinés au vin rouge. Je vous donne la recette, vous allez voir. Le jambon persillé, même chose. Tout ça, tout ce qui est en couleur, je vous donne les recettes. Les gougères, j'en reparlerai parce que c'est pas dijonnais, c'est pas bourguignon, c'est comtois. On reparlera des gougères. La tourte bourguignon aux 3 viandes, recette médiévale. La tarte à l'époisse, les tourtes Montvendel ou pâté aux pommes de terre. Dans le Morvan, on fait un pâté aux pommes de terre. Et c'est bon. Ça paraît bizarre, hein?
Alors évidemment, c'est nourrissant. Mais dans le Morvan, il fait froid, et en général, on est bûcheron, le métier. Donc il faut des nourritures roboratives. Mais le pâté aux pommes de terre, c'est très bon quand c'est fait selon les recettes traditionnelles. Alors, les ormerettes. Ça sera sur le site, hein, le diaporama, donc vous aurez là. Alors, la recette traditionnelle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des œufs fraîchement pondus. Parce que quand on fait pocher des œufs, si les œufs sont très frais, vous les faites pocher très facilement dans l'eau frémissante, ils restent en boule. S'il manque de fraîcheur, ils s'étalent au fond du récipient et vous n'avez rien de correct à servir. Donc, il faut des œufs fraîchement pondus. Pas plus de 3 jours. Des petites tranches de pain qu'on fait sécher au four et qu'on frotte avec de l'ail, des lardons de poitrine, de micelle, quelques petits oignons, quelques champignons de Paris, ça, c'est pas bourguignon. Autrefois, ils mettaient des champignons sauvages. Autrefois, maintenant, on prend des champignons de Paris. Du bon vin rouge. Alors là, je vais dire une chose que je ne devrais pas dire, mais le vin de Bourgogne, c'est probablement le moins bon pour faire les ormerettes. Ben oui, parce qu'il est très acide. Il est très acide. Bon. Et pour faire, je peux vous dire que les chefs bourguignons ne prennent pas du Bourgogne pour faire les ormerettes. Ils prennent du vin des Côtes-du-Rhône, ils prennent des vins du Bordelais, des vins des coteaux, des vins du Marmandais, si vous voulez, du Côte de Duras, des vins bien tanniques. Même des fois, il y en a, alors ils n'avoueront jamais du vin d'Algérie, carrément. Ils ne vous le diront pas. Des vins très tanniques. Parce que pour faire des bonnes sauces au vin rouge, il faut des vins très tanniques. Or, le Bourgogne est très peu tannique. La meilleure preuve, c'est qu'on ne peut élever le vin de Bourgogne que dans des fûts de chêne neufs. Des fûts neufs. Pour que le tanin du chêne migre dans le vin. Sinon, il ne se garderait pas. Et quand les tonneaux ont servi 2 ans, on est obligé de les renouveler. Et si vous voulez fâcher un vigneron bourguignon, vous lui dites que vous êtes tonnelier. Et que pour vous, le tonnelier, c'est le plus beau métier du monde. Ils vont vous foutre à la porte, ils ne peuvent pas les supporter, parce qu'ils ont besoin d'eux. Et les tonneaux, ils ne peuvent plus les vendre. Autrefois, ils les vendaient aux Portugais, qui les achetaient. Maintenant, c'est fini, parce que le transport coûte plus cher que ce que le tonneau valait. Donc, ils sont obligés de les donner ou de les brûler. Or, ça coûte très cher, un tonneau. Vous avez des tonneliers partout, hein, dans la côte. Hein. En Bourgogne, des tonneliers. Et le tonneau, il se fait comme on le faisait Tonnet-Golo, hein, à la main. Il n'y a pas de machine à faire les tonneaux, hein. C'est fait à la main. Ça coûte donc une fortune, parce que le bois est très cher, et il y a la main-d'œuvre. Alors, les vignerons n'ont pas de mots assez durs pour vous parler des tonneliers, qui évidemment exagèrent sur les prix, etc. etc. Bon. Donc, je ferme la parenthèse, mais c'est assez intéressant quand même. Alors, du bon vin rouge, oignons, carottes, bouquet garni, un peu de beurre, de l'ail, parce qu'on ne fait pas de bonne sauce au vin sans ail. On est obligé d'utiliser de l'ail quand on fait une sauce au vin rouge. Là, il y a la vertu de tamponner l'acidité. Un petit verre de vinaigre de vin rouge, ça c'est pour pocher les œufs. Un peu de fond brun légèrement lié, si on en a, si on n'en a pas, on s'en passe. Et l'assaisonnement. Alors l'idée, c'est qu'on va tout d'abord faire une sauce à base de vin rouge, avec carottes, oignons en petit dés, le vin rouge, l'ail, le bouquet garni. On laisse bien réduire. Et ensuite, on passe au chinois. Si vous avez du fond de volailler, c'est bien. Si vous n'en avez pas, ben vous lirez avec un petit peu de beurre manié au dernier moment, ou un petit peu de roux brun, si vous voulez. Voilà. Si vous avez bien réduit votre vin, et si votre vin était de belle qualité au départ, vous aurez un résultat satisfaisant. Mais toujours quand même avec une note acidulée. Hein. Ensuite, on fait sauter les lardons, les champignons, etc., les petits oignons. Et cette garniture, qui en cuisine classique s'appelle la garniture bourguignonne, c'est le nom qu'elle porte, on la met à mijoter un petit peu dans la sauce. Ça va bien adoucir les choses et bien arranger, du point de vue de la saveur, ça va bien arranger votre sauce. Séparément, on poche les œufs dans de l'eau frémissante, additionné d'un peu de vin rouge pour les colorer et de vinaigre pour favoriser la coagulation de l'albumine. L'albumine coagule beaucoup mieux quand le bain est acidulé. Et on va faire pocher ces œufs. On les égoutte, on les met sur le couteau maillet et on nappe. C'est un plat vigneron par excellence, parce qu'à la ferme, il y a tout pour faire. Les œufs dans la cour, les poules de la cour, les petits oignons du jardin. Si on n'a pas des petits, on prend des gros qu'on coupe en 4, c'est pas grave. Les champignons, ben, ils viennent de la forêt. Le lard, forcément, on a du lard à la ferme, on a toujours eu. Le vin rouge, ben oui, on est dans un pays de vignes. Et donc, le fromage. On trouve des recettes d'afformerettes dans des livres de cuisine qui remontent véritablement au Haut Moyen-Âge. C'est vraiment un des produits typiques.
Et vous allez, dans les restaurants à Dijon, assez facilement trouver un restaurant qui sert des omelettes de bonne qualité. Et également des restaurants très cotés qui vont servir des omelettes. Oui, donc, ça reste une préparation régionale extrêmement appréciée. Le jambon persillé. Alors, le jambon persillé, quelqu'un m'a dit on en trouve chez Aldi. Je n'ai pas essayé. Peut-être qu'il est bon, hein, s'il le faut venir de la région. Peut-être, hein, je ne sais pas. Alors, comment ça marche? Alors ça, le jambon persillé, je vous ai mis en bas de la diapo, c'est une des rares préparations qui est vraiment, vraiment authentiquement bourguignonne et qui ne se fait pas ailleurs. Alors, en fait, c'est chalonné. Ça vient de la Saône-et-Loire. Et le jambon persillé était, autrefois, à l'époque où les gens observaient les prescriptions de la religion, et donc ils faisaient le carême. Pendant toute la durée du carême, on ne mangeait pas de gras, on ne mangeait pas de viande, on ne mangeait pas d'œufs. Donc, c'était pas marrant. Et donc, pour le jour de Pâques, là, on se lâchait. On avait droit au jambon persillé, qui était préparé quelques jours avant. Comment? Eh bien, d'abord, c'est pas du jambon, déjà. C'est pas du jambon, c'est une épaule. Une épaule de porc en des os, que l'on met au sel pendant une nuit. On a des os, on met au sel. Ben, comme nous, quand on fait nos confits de canard, hein, si vous voulez, pareil, on met au sel. Voilà. Ensuite, on rince ça. Et puis après, avec les os de l'épaule que l'on a concassés, on a fait un bouillon. Avec les os qu'on a fait partir à l'eau froide, on a ajouté des légumes, on a ajouté des carottes, des poireaux, etc. On a fait un bouillon bien savoureux. Et on va ajouter dans ce bouillon des pieds de veau, parce que le bouillon sera utilisé pour fabriquer la gelée dont on a besoin pour lier le produit. Donc les pieds de veau vont apporter le facteur gélifiant que l'on attend. On met une bonne bouteille de ligoté dans le bouillon. Bah oui, parce qu'il va apporter de l'acidité. Et ça c'est très intéressant, parce que cette acidité, au bout d'une longue cuisson en milieu humide, se transforme en arôme. L'acidité va s'évaporer complètement, d'ailleurs on le sent quand ça cuit. Voilà. On ajoute dans les pieds de veau et on met des graines de moutarde. Pour parfumer également, non pas pour donner du piquant, mais pour donner du parfum. On fait cuire ces morceaux-là, l'épaule, la chair est récupérée, on la fractionne en gros morceaux, on roule dans du persil frais haché, et on tasse ça dans une terrine, bien appuyée. Puis on va couler dessus le bouillon bien filtré, et on laisse prendre au frais. Alors, il y a du persil qui va remonter en surface, donc ça sera bien vert au-dessus, et on va laisser ça idéalement une semaine. Alors autrefois dans la cave, aujourd'hui au frigo, bien sûr, une semaine de manière à ce que la viande, comment dirais-je, s'imprègne du bouillon, il va y avoir ça va faire un peu comme un confit si vous voulez. Et quand c'est réussi, alors ça c'est un produit que les Dijonnais et les Chalonnais adorent. Tous les charcutiers en fabriquent. Tous les charcutiers en fabriquent artisanalement. Et il y a des usines qui en font aussi, bien sûr. Bon. Pour obtenir des prix, parce que c'est un produit qui n'est pas vraiment donné. Mais nous, quand nous retournons à Dijon, on peut être tranquille que partout on est reçu à manger, on a droit au jambon persillé à l'entrée. Ça, c'est pas un pli. Hein. Alors, mon épouse a fait un peu plus parce qu'elle n'aime pas le jambon persillé. Pas trop. Bon. C'est qu'elle aime. La soupe. La soupe de légumes, elle aime. Heureusement qu'elle n'est pas là, hein. Mais si elle était là, je dirais pareil. Hein. Non. Si vous saviez de quoi elle se nourrit, moi je me demande comment elle vit. Je sais pas. Mais elle vit bien, hein, pourtant, elle a une bonne santé, mais. Bon. Jambon persillé, donc, à tous les repas, c'est très très bon. Et vous avez chaque année un concours. Il y a le concours du pain d'épices à Dijon, il y a le concours du jambon persillé à Chalon-sur-Saône, pendant la foire qui se tient à l'automne, je crois. C'est bientôt. Je crois que c'est en novembre, il me semble, comme ça. Et je peux vous assurer que les gens prennent ça très très au sérieux, parce que le charcutier ou le cuisinier qui va gagner le concours, ça lui fait une réclame, une publicité vraiment de première importance. Il n'a pas besoin de faire de pub dans les journaux. Hein. Il va mettre ça sur sa vitrine. Voilà. Ça, c'est un produit vraiment... Moi, j'aime beaucoup, personnellement. Quand c'est bien fait, je trouve que c'est vraiment délicieux. Et en plus, c'est pas gras du tout. Hein. C'est le maigre que l'on mange. Donc, on peut presque avoir bonne conscience quand on mange ça. Presque. Les escargots.
Alors nous avons un gros blanc de Bourgogne qui est au milieu, qui se pose des questions. Comment sera-t-il mangé? À la bourguignonne ou à la chablisienne? Eh bien, les deux sont possibles, les deux sont traditionnels. Alors, à la bourguignonne, eh ben, vous connaissez, l'escargot est mis dans sa coquille avec un beurre d'escargot. Un mélange de beurre frais, jus de citron, persil, sel, poivre, échalote ciselée, hachée bien fin. On bouffe ça dedans, on cuit. On chauffe à four très chaud, et quand c'est très, ça se mange bien bien chaud, et on le sert d'habitude dans des assiettes avec des petits creux, des assiettes en porcelaine, de manière à ce que le produit reste chaud, parce que si vous les mangez à peine tiède, c'est pas terrible. Ça mange très chaud l'escargot. Voilà. Alors comment on le prépare? Eh bien, on le fait jeûner, bien sûr, et puis ensuite on le cuit. Ça peut mettre entre 3 et 4 heures à cuire, hein, l'escargot, bien que ça soit pas gros. Hein. Ah oui, oui. Dans un bouillon de légumes, un bouillon riche, un bouillon bien assaisonné, hein, voilà, avec, il y en a qui mettent des épices dedans, un peu de muscade, un peu de girofle, un peu de cannelle, même, j'ai vu faire. Voilà. Et donc, ces escargots, quand ils sont cuits, les gens qui les préparent eux-mêmes, ils les mettent en conserve. Ils mettent dans des petits bocaux, et puis on stérilise de manière à avoir ça. Bon, c'est l'équivalent de ce que vous achetez en boîte. Maintenant, attention, quand vous achetez des escargots en boîte, prenez bien des Helix pommiata. C'est marqué sur l'étiquette. Parce que si c'est pas marqué Helix pommiata, vous allez manger des limaces. Des limaces asiatiques, qui s'appellent acatine. Alors si c'est marqué acatine, bon, ça se mange, hein. Ça n'a pas grand-chose, certainement pas escargot du reste. Mais si vous achetez des escargots en boîte, vous achetez bien Helix, je veux dire. Bien, donc à la chablisienne, alors la chablisienne c'est cuisiner. Là on va les sauter au beurre, vivement, plutôt du beurre clarifié pour pas que ça brûle. On les saute au beurre, et ensuite on va flamber avec du marc de Bourgogne. Donc le marc dont je parlais tout à l'heure, qui est l'alcool élaboré à partir des résidus de pressage en sortie de chai. Hein, voilà. On déglace avec un peu de Bourgogne à ligoter, qu'on fait réduire, un peu de crème épaisse, et quelques noisettes torréfiées hachées grossièrement. Certaines terminent avec une petite touche de moutarde en liaison à la fin. Facultatif. Et ça se mange dans des cassolettes. Comme ça. Et c'est très 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 bon. Bon, je vous avoue que franchement, l'escargot est bien meilleur comme ça qu'avec l'ail et le persil, qui ont tendance à écraser sa saveur. Là, vous avez vraiment, si vous aimez les escargots, c'est sans aucun doute comme ça qu'il faut les préparer. Et ce n'est pas difficile. Ça se fait d'un clin d'œil. Si vous achetez des escargots en conserve, c'est vraiment très, très, très simple à faire. Et vous avez un excellent plat, vous le servez dans des petites cassolettes comme ça. C'est vite fait, c'est vraiment un plat de fête. Et moi, je trouve que dans un repas de fin d'année, c'est bon. Quand on sait qu'on va manger plus qu'on ne devrait, c'est pas mal. La tourte aux 3 viandes, recette typiquement médiévale. Ouais, c'est bon. La tourte aux 3 viandes. Alors, cette recette de la tourte aux 3 viandes, elle m'interpelle un petit peu dans la mesure où on réalise ça comme on le faisait il y a très très longtemps. Hein, c'est-à-dire, on va utiliser alors 3 viandes, du porc, du veau et des blancs de volaille, que l'on va mariner avec des échalotes, du thym, du laurier, du poivre, du marc de Bourgogne et de nouveau du vin blanc à ligoter. Vous voyez, ce vin blanc à ligoter dont j'ai dit du mal tout à l'heure, finalement, il aura bien service. Hein, voilà. Mais vous remarquerez qu'on le fait cuire. Voilà. Alors, on fait mariner ces viandes comme ça donc pendant une douzaine d'heures, ça peut être un peu plus, mais au moins 12 heures. Ensuite, on va dans un moule manqué, c'est-à-dire un genre de moule à génois, si vous voulez, dans les bords, un moule rond, dans les bords un peu hauts, on va faire une pâte à pâté. Alors la pâte à pâté, c'est un mélange de farine, de saindoux, d'eau bouillante et de sel. On fait bouillir l'eau avec le saindoux dedans et le sel, et on verse sur la farine en remuant bien. La proportion, c'est que pour 1 kg de farine, il faut à peu près 250 g de saindoux. Voilà. Cette pâte, qu'il faut faire à l'avance parce qu'elle va être très élastique, il faut laisser reposer, elle a la particularité d'être imperméable. Donc vous allez pouvoir cuire dedans des produits à queue, des produits qui ont été marinés, sans pour autant qu'elles soient détrempées. C'est typique, c'est la pâte du pâté en croûte. Au-dessus, on mettra une abaisse de feuilletage. C'est plus joli, mais au-dessus, pâte feuilletée. La pâte, par contre, on fait une pâte à pâté. Et on va hacher une partie des viandes pour lier et mélanger avec les morceaux. Il faut que ça soit un petit peu de liaison. Pas trop assaisonné parce que ça cuit longuement. On garnit, on lisse.
Alors on ferme avec une abaisse de pâte en ménageant une cheminée pour qu'il puisse y avoir l'évaporation, que ça n'éclate pas. Cette abaisse de pâte, ça peut être de la pâte feuilletée, hein. C'est plus joli la pâte feuilletée. Maintenant, bon, on fait comme on veut. Et on cuit à four doux, au minimum 1 heure, et même, ça dépend de la taille du pâté, ça peut être plus long que ça. Il faut vraiment que le jus qui va perler en surface par la cheminée soit parfaitement limpide. Tant qu'il n'est pas parfaitement limpide, que vous avez des traces sanguinolentes, c'est pas cuit. Voilà. On laisse refroidir, on le sert chaud, mais c'est pareil. Si vous le coupez sorti du four, vous êtes déçu. Il faut laisser poser. L'idéal, c'est de le faire à l'avance et de laisser poser quelques heures et ensuite de le remonter un peu en température. Parce que sinon, si vous tranchez quand ça vient d'être cuit, ça va avoir tendance à faire de l'eau, si vous voulez. Donc il vaut mieux laisser poser. Après, ça dépend aussi des viandes qu'on utilise. Si les viandes sont de très belle qualité, le problème se posera beaucoup moins facilement. Alors, dans les plats principaux, qui sont, là on était sur les entrées, je vais insister sur 2 plats qui sont typiquement dijonnais, la pochouse, enfin dijonnais, bourguignon, et le poulet Gaston Gérard. Alors, à part ces 2 plats que nous allons voir en détail, vous avez le filet de cendre à la moutarde, qui est le cendre, donc est un produit dont j'ai déjà parlé, qui est d'une grande finesse, et qui va être cuisiné avec de la moutarde et de la crème. Ça, vous le trouverez très présent dans les livres de cuisine bourguignonne. Et ce cendre se cuisine également parfois avec des escargots. Et le goût du cendre et le goût des escargots se marient vraiment très bien. Donc, beaucoup de chefs dijonnais, de chefs bourguignons, font le filet de cendre d'escargot, qui est un plat, à mon avis, très très intéressant. Le brochet à la dijonnaise, un grand classique. C'est un brochet qui est cuit dans le bourgogne ligoté et qui est servi avec une sauce veloutée, terminée à la moutarde, évidemment. C'était la grande spécialité du cuisinier Henri Recouchot, qui a laissé son nom dans la cuisine dijonnaise, qui a eu son heure de célébrité dans la première moitié du XXe siècle. Il est mort juste après la guerre. L'écrevisse au chablis, bon, l'écrevisse, effectivement, il n'y en a pas qu'en Bourgogne, mais on peut la cuisiner au chablis. Le saupiquet bombardois. Alors, encore un truc intéressant. Alors, le saupiquet, qu'est-ce que ça veut dire, le saupiquet? Eh bien, le saupiquet, c'est la viande qui est piquée avec du sel. Saumure. Sau, c'est le sel. Donc, on prenait un jambon cru, un jambon de porc cru, que l'on injectait avec du gros sel. On mettait une aiguille dedans, on jetait du gros sel, etc. Et ce jambon cru, qui était salé par l'intérieur, en quelque sorte, ensuite on le faisait pocher, comme on poche un jambon de York. Puis on taillait de larges tranches, que l'on servait avec une sauce à la crème, vin blanc et crème, et des petits pois, des carottes et des haricots verts taillés en tout petits dés, pour faire des couleurs. Et ce saupiquet Montbardois, alors Montbardois est la ville de Montbard. Montbard est à 50-60 km de Dijon, en allant vers Paris. C'est un centre industriel où il y a encore aujourd'hui une grosse usine Vallourec, où on fait des aciers inoxydables. Et donc, ce saupiquet Montbardois, c'est une spécialité de cette région de l'Auxois, en quelque sorte, qui se fait encore dans la région assez souvent. Le jambon au lit de vin, quand on peut trouver de la lit de vin. En Bourgogne, on peut en trouver, la lit de vin. C'est ce que c'est. Où est la lit de vin? Où elle est? Au fond du tonneau. Au fond du tonneau. Mais vous n'avez de lit qu'au fond des tonneaux dont le vin a été collé au blanc d'œuf. Si le vin a été filtré à l'amiante ou avec des filtres, des ultrafiltrations comme on fait aujourd'hui, il n'y aura pas de lit au fond. Quand le vin a été collé au blanc d'œuf, un mot sur le blanc d'œuf pour coller le vin? Peut-être? Non? Alors, que veut dire coller le vin? Le vin est trouble, naturellement. Quand la fermentation est terminée, quand le vin est, bon, disons, il est prêt, il est trouble. C'est normal. Il ne peut pas être clair, c'est impossible. Alors donc, il faut le clarifier. Autrefois, que faisait-on? Eh bien, dans les tonneaux, on faisait un mélange de blanc d'œuf avec un peu d'eau, et on enlevait le bouchon, et on versait sur la surface du vin les blancs d'œuf. Ce blanc d'œuf s'étalait sur la surface du vin, il coagulait lentement avec l'alcool, il formait un voile qui descendait tranquillement jusqu'au fond du tonneau. Après, on soutirait le vin qui était clair. C'est la méthode ancienne.
Certains le font encore. Certains le font encore. Mais plus beaucoup. Mais ça se fait encore, le collage au blanc. Et dans ces cas-là, il y a de la lie de vin, parce qu'au fond, ce blanc d'œuf finit par se déliter sous l'effet de l'alcool. Ça forme encore une sorte de pâte, c'est la lie de vin. Et cette lie de vin qui autrefois était très facile à voir, aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué, on s'en servait pour faire braiser un jambon de porc salé. Plat typiquement bourguignon aussi. Le coq au vin, coq au chambertin, que vous verrez parfois sur la carte des restaurants. Je vous ai déjà raconté l'anecdote du chambertin à l'hôtel du Chapeau Rouge. Alors à Dijon, il y avait l'hôtel du Chapeau Rouge, le restaurant du Chapeau Rouge qui était très très coté. C'était un des... Bon, c'est toujours le cas. Maintenant, c'est un restaurant très moderne qui a été repris par un certain monsieur Frachot, peu importe. Mais à l'époque, je vous parle dans les années 70, début des années 80, il y avait un vieil hôtelier restaurateur qui s'appelait monsieur Mornant, qui était réputé pour son professionnalisme, mais aussi pour sa radinerie. C'était un radin terrible. Moi, j'avais un ami cuisinier qui était second de cuisine au Chapeau Rouge. Le Chapeau Rouge, très bonne table, très réputé, à juste titre. Et donc, au Chapeau Rouge, il y avait en permanence à la carte le coq au chambertin. Quand on écrit coq au chambertin, il faut véritablement avoir mis du chambertin dans la sauce. Sinon, c'est une tromperie. On n'a pas le droit. Alors, voilà comment ça se passait. Le patron disait au chef, bon, je vais chercher la bouteille de chambertin. Oui, monsieur. Il allait à la cave, dont il était seul à avoir la clé, il prenait la bouteille de chambertin. On ne prenait pas le meilleur, ni la meilleure millésime, enfin, il prenait une bouteille de chambertin. Alors attention, une bouteille de chambertin aujourd'hui, si vous en trouvez une à moins de 250 €, vous me faites signe. Hein. Ça a toujours été très coûteux, le chambertin. Bien. Et puis, il mettait lui-même le chambertin dans la marmite de sauce. Mais il était tout petit, il mesurait 1,57 m, monsieur Mornant. Et alors, le chef, il mettait la marmite avec le coq au vin qui était en début de cuisson, il la mettait sur le fourneau, puis il prenait une grande marmite. Et vous allez voir ce qu'il faisait. Dans la grande marmite, il mettait une plus petite qui était surélevée. Et le patron, il venait, il versait le chambertin dans la... Croyait-il, dans le coq au vin. Mais le chambertin, il tombait dans la petite marmite. Puis ensuite, fier d'avoir fait ce qu'il devait, il repartait, au revoir messieurs, bon courage, etc. Au revoir monsieur, très bien. Dès qu'il avait tourné les talons, les cuisiniers récupéraient le chambertin dans la petite marmite, ils faisaient leur coq au chambertin avec du vin rouge, et ils buvaient le chambertin à la santé du patron. Et je vous jure que c'est vrai. Comme quoi. Bien. Le civet de lièvre. Alors bon, je passe très vite, parce que du civet de lièvre, on en fait quasiment partout en France. Mais bon, ça reste quand même parmi les plats bourguignons. La volaille de Bresse à la crème, la potée bourguignonne, c'est pareil, je passe vite, parce qu'elle n'est pas très différente de la potée du centre de Loire, ça ressemble beaucoup. Et enfin, les gaufres de Bressane, alors ça c'est bien Bressane, c'est quoi? Ce sont des crêpes faites avec de la farine de maïs. Les gaudes. Les Bressans, on les appelle les ventres jaunes. C'est pas très gentil, hein, parce qu'ils mangeaient beaucoup de maïs en Bresse. Voilà. Les plats principaux. Quelques mots sur les desserts. Ah, la pochose, oui, évidemment. La pochose du Val-de-Saône, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Alors, il faut de l'anguille et du confluent. Le confluent du Doubs et de la Saône. À Vernon-sur-le-Doubs. Il faut du brochet, il faut du cendre, ou bien de la tanche et de la perche. Du lard de poitrine, des gousses d'ail, thym, laurier, de nouveau du bourgogne à ligoter, du beurre, des tartines de pain séchées au four, farine, sel et poivre. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité absolument extraordinaire. Les poissons sont vidés, lavés, écaillés, et on les tronçonne en gros morceaux. On taille le larandé, on écrase les gousses d'ail après avoir épluché, on met les lardons au fond d'une cocotte avec l'ail et un peu de thym et de laurier, on pose les tranches de poisson en mettant les plus fermes au fond, de manière à pouvoir retirer les poissons à chair tendre avant, et on met le brochet de la perche par-dessus parce que c'est beaucoup plus fragile, on l'anguille et le cendre au fond. Sel, poivre, la ligoter, feu vif. Dès que l'ébullition est prononcée, on lit au beurre manié, on baisse le feu, on cuit doucement, et on sert comme ça. Ça, c'est la recette traditionnelle.
Alors, plusieurs remarques. Aujourd'hui, bon, ça c'était les pêcheurs qui faisaient, c'est comme la bouillabaisse, hein, si vous voulez. Quand vous mangez une bouillabaisse, même faite par un grand cuisinier, elle n'est pas faite comme on la faisait sur la plage autrefois, avec la... Vous savez ce que ça veut dire, bouillabaisse, hein? C'est bouillot et baisson. On fait bouillir et on baisse le feu. C'est ça la bouillabaisse. Bon, on la fait plus comme on la faisait autrefois. C'est devenu un plat de luxe. Ça c'est pareil. Aujourd'hui, si vous servez des poissons tronçonnés pleins d'arêtes dans la sauce, il n'y a pas grand monde qui va apprécier. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise des filets désarrêtés, déjà. Parce que manger un poisson dans l'assiette en enlevant les arêtes, ça va s'il n'y a pas de sauce dedans. S'il y a de la sauce par-dessus, c'est très compliqué. Donc, on améliore un peu. Ensuite, une recette comme ça, uniquement cuite au vin blanc, sans un apport de fumée de poisson et autres, c'est pas évident. Alors, les cuisiniers aujourd'hui ont aménagé un petit peu la recette. Cela dit, la pochose reste une valeur sûre de la cuisine régionale. Et je vous assure qu'à Saint-Jean-de-Laune, tous les restaurants servent la pochose. Et les gens y vont pour manger la pochose. Si vous aimez les poissons de rivière, c'est délicieux. Dans le cas contraire, abstenez-vous. Mais là, vous avez un plat extrêmement traditionnel de la cuisine bourguignonne. Alors, parlons de M. Gaston Gérard. Oui, j'ai le temps. Je garderai les vins pour la prochaine fois. Voilà. Parlons de M. Gaston Gérard, qui fut maire de Dijon pendant assez longtemps, de 1919 à 1935, et qui a été un grand maire de Dijon, qui a fait beaucoup pour la ville, ne serait-ce qu'en inventant la foire internationale et gastronomique. C'est lui qui a organisé le premier. Et la foire internationale gastronomique de Dijon, c'est un événement important, vraiment important. Même une année, les élèves du lycée Lautréamont étaient venus faire un stand sur la cuisine occitane. Vous voyez, à Dijon. Avec un de leurs professeurs. Ils étaient venus pendant la quinzaine. Et c'était très très bien d'ailleurs. On les avait hébergés au lycée, c'était très sympa. Alors, donc, M. Gaston Gérard, c'est pas lui qui a inventé le poulet. Il ne sait pas faire la cuisine, lui. Mais on a inventé cette recette pour lui faire plaisir. Pour honorer en quelque sorte le personnage qu'il était. Et ça c'est très très simple. On prend un poulet de Bresse qu'on découpe en 8, on les fait colorer au beurre, assaisonner sel poivre, on les fait colorer au beurre assez longuement, disons pour les cuire aux 3/4. Et ensuite on va ajouter du paprika, des échalotes hachées, de nouveau du vin blanc ligoté. On est content qu'il soit là, celui-là. Et puis du fond blanc de volaille. Le fond blanc, on l'a préparé avec la carcasse, le cou, le carcasse du poulet. On a fait un petit fond blanc. C'est-à-dire un bouillon, autrement dit, si vous voulez. En fin de cuisson, on va crémer assez généreusement. On ajoute du comté râpé, on ajoute de la moutarde et on fait gratiner tout ça. Donc dans la sauce, vous avez du fromage fondu, de la moutarde, du paprika. C'est très particulier et c'est vraiment très bon. C'est vraiment très très bon. Moi, il m'arrive souvent d'en faire. Puis en plus de ça, je vais vous dire... Vous le faites la veille, vous mettez ça dans un plat à gratin, vous mettez ça au frigo tranquillement, et comme ça, le cuisinier n'a rien à faire le moment venu. Il suffit de sortir le plat, de mettre dans le four tout doucement, et quand c'est gratiné, on mange. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très 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 bon, le poulet Gaston Gérard. Mais il faut une très bonne volaille, bon pour les fermiers, quelque chose qui a du goût, une chair bien ferme. Alors, les desserts, pas beaucoup de desserts intéressants. Le clafoutis aux cerises aigres, les griottes ou les tartes aux cerises aigres, les tartes aux petits fruits rouges, évidemment. Alors, le rigoudon, ça c'est un truc bourguignon, c'est pas très bon. Hein. C'est une sorte de pudding qu'on fait avec les restes de brioche, mais bon. Cela dit, ça se trouve dans la cuisine traditionnelle. Et surtout la poire dijonnaise. C'est une poire cuite au vin rouge, avec un vin rouge épicé, dans lequel on a mis un peu de cannelle, même du gingembre, voilà, il faut épicer le vin rouge, on cuit la poire dedans, on utilise la cuisson de la poire que l'on fait réduire à consistance sirupeuse pour napper en fin de cuisson, et on sert ça ou nature, ou avec une glace vanille, éventuellement, et pourquoi pas une tranche de pain d'épices, puisqu'on est à Dijon. Alors, je crois que je vais m'arrêter là, car c'est l'heure, et on va garder les vins pour la prochaine fois. Voilà, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire sur les vins de Bourgogne. Je vous parlerai donc un peu en détail des vins de Bourgogne et de ce qui les rend particuliers. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.
Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.